Décembre 1944, le sort de l'Europe occidentale ne tenait qu'à un fil. Le pari désespéré d'Hitler dans les Ardennes avait plongé le commandement allié dans le chaos. Mais tandis que les généraux au quartier général du chef débattaient de procédures et de protocoles, un homme décida que sauver des soldats importait plus que des autorisations écrites. George S. Patton Jr. était sur le point de commettre ce que certains appelèrent du génie militaire et que d'autres qualifièrent d'insubordination. Et la réaction de Winston Churchill allait révéler la vraie nature du commandement allié dans son heure la plus sombre. Voici l'histoire de ce qui se passe quand un général choisit l'action plutôt que l'approbation, et ce que l'homme qui sauva la civilisation occidentale avait à en dire. Vous ne trouverez ces histoires nulle part ailleurs. Abonnez-vous maintenant et ne manquez jamais une nouvelle vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans la prise de décision de Patton? Ou dites-nous simplement d'où vous regardez aujourd'hui. 16 décembre 1944, 5h30 du matin. La forêt des Ardennes s'embrase. 250 000 soldats allemands soutenus par plus de 1000 chars s'écrasèrent sur les lignes américaines le long d'un front de 137 km. Les officiers de renseignement l'avaient complètement manqué. Maintenant, 6 divisions américaines faisaient face à tout le poids de l'offensive finale d'Hitler à l'ouest. Au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées à Versailles, le général de division Kenneth Strong entra dans le bureau d'Eisenhower avec un visage couleur de cendre. « C'est gros, dit-il, plus gros que tout ce que nous avions anticipé. » La pénétration allemande atteignait déjà 20 km de profondeur dans certains secteurs. La 106e division d'infanterie était en train d'être encerclée. Le carrefour routier crucial de Bastogne se trouvait directement sur le chemin des Allemands. Si les Panzers atteignent la Meuse, tout le front allié pourrait s'effondrer. « Nous avons besoin de réserves, dit Eisenhower calmement. Appelez Patton au téléphone. » À 320 km au sud, au quartier général de la 3e armée à Nancy, en France, George S. Patton planifiait sa propre offensive. Son armée, forte de 12 divisions, près de 250 000 hommes, était positionnée pour une poussée massive dans la région de la Sarre en Allemagne. L'attaque était prévue pour le 19 décembre. Puis son officier de renseignement, le colonel Oskar Koch, lui apporta les interceptions. Le trafic radio allemand avait explosé. Ce n'était pas une contre-attaque locale. C'était une offensive à grande échelle, visant Anvers, conçue pour couper les armées alliées en deux. Patton regarda la carte pendant exactement 45 secondes. « Nous devons monter là-haut, dit-il. » Son chef d'état-major, le général de division Hobart Gay, le fixa. « Mon général, nous sommes engagés dans l'offensive de la Sarre. Il nous reste 3 jours avant le déclenchement. Rien que la logistique... » « Oubliez la Sarre, interrompit Patton. C'est ici le vrai combat. Trouvez-moi des options pour nous déplacer vers le nord. Je les veux dans 2 heures. Mais c'est ici que l'histoire prend son premier tournant critique. Patton n'attendit pas les ordres. À 11 heures, avant même qu'Eisenhower n'appelle la réunion qui déterminerait la réponse alliée, Patton était déjà au téléphone avec ses commandants de corps. « Commencez à penser nord, dit-il au général de division John Millikin du 3e corps. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais soyez prêts à déplacer tout votre corps de 90 degrés avec un préavis de 12 heures. » Millikin pensa que son commandant avait perdu la raison. « Mon général, c'est 3 divisions. Nous parlons de déplacer 100 000 hommes et tout leur équipement, perpendiculairement à notre axe d'avance actuel, en plein hiver. »« Je sais de quoi je parle, » répliqua sèchement Patton. « Commencez simplement à planifier. Et Millikin, faites-le discrètement. Ne passez pas par les voies officielles pour l'instant. » Cette dernière phrase était celle qui allait provoquer la tempête. Car George Patton venait de commencer à déplacer des forces américaines sans autorisation du quartier général suprême. Il se préparait à réorienter une armée entière sur la base de sa propre évaluation tactique, pas sur des ordres d'Eisenhower, et certainement pas avec la connaissance de Winston Churchill ou du haut commandement britannique. À 15 heures, l'appel d'Eisenhower arriva enfin. « George, je convoque une réunion à Verdun demain matin. Nous devons discuter de la situation dans le Nord. »« J'y serai, dit Patton. À quelle heure ? » ?»« 11 heures. C'est sérieux, George. Les Allemands ont percé en force. »« Je sais, répondit Patton. Dans combien de temps me voulez-vous là-haut ? » Il y eut une pause. Eisenhower n'avait même pas encore proposé cela.
Nous en discuterons demain, dit Eisenhower prudemment. Très bien, dit Patton. Mais pour les besoins de la planification, je peux avoir 3 divisions sur la route vers le nord dans les 48 heures suivant votre ordre. Je peux attaquer dans 72 heures. Une autre pause, plus longue. Ce n'est pas possible, George. Vous devriez vous désengager de l'ennemi, tourner de 90 degrés, parcourir 160 km dans des conditions hivernales, et monter une offensive complètement nouvelle. Je peux le faire en 3 jours, dit Patton d'un ton catégorique. Je vous verrai demain à Verdun, répondit Eisenhower et raccrocha. À l'instant où la connexion fut coupée, Patton se tourna vers Gay. Il ne croit pas que nous pouvons le faire, donc nous ferions mieux de nous assurer sacrément que nous pouvons vraiment le faire. Émettez des ordres de mouvement préliminaires au 3e corps avec effet immédiat. Mon général, dit Gay lentement, nous n'avons pas l'autorisation de bouger encore. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour planifier, dit Patton. Et si certaines unités commencent à repositionner leur dépôt de ravitaillement pendant qu'elles planifient, eh bien, c'est juste être méticuleux, n'est-ce pas? À la tombée de la nuit le 16 décembre, des éléments du 3e corps se déplaçaient déjà vers le nord. Au quartier général du chef, le tableau du renseignement s'assombrissait d'heure en heure. La 106e division avait été anéantie. Les Allemands avaient pris Saint-Vite. Plus critique encore, les panzers ennemis fonçaient vers Bastogne, où la 101e division aéroportée s'enterrait pour un siège qu'elle ne pourrait probablement pas survivre. Et à Londres, Winston Churchill recevait ses premiers briefings sur ce qui allait devenir connu comme la bataille des Ardennes. L'assistant militaire de Churchill, le général Hastings Ismay, lui apporta les rapports de la nuit à 8 heures le 17 décembre. Le Premier ministre les lut dans sa chambre au 10 Downing Street, encore en robe de chambre, un cigare déjà serré entre les dents. « C'est grave à quel point ?» demanda Churchill. « Très grave, monsieur le Premier ministre. Les Américains ont été pris complètement au dépourvu. Les estimations initiales suggèrent que les Allemands ont engagé 28 divisions dans l'attaque. » Les yeux de Churchill se plissèrent. La réponse d'Eisenhower ? Il convoque une réunion de ses commandants d'armée demain. Mais monsieur le Premier ministre, il y a des inquiétudes concernant le commandement et le contrôle américain. Certaines de leurs unités fuient tout simplement. Churchill posa les papiers et fixa la fenêtre. Il avait tenu seul contre Hitler quand le reste du monde pensait que la Grande-Bretagne était finie. Maintenant, 5 ans plus tard, avec la victoire apparemment à portée de main, le cauchemar d'une contre-offensive allemande menaçait tout. « Appelez-moi Marshall au téléphone », dit-il. Mais avant que cet appel puisse être passé, un autre renseignement traversa le bureau de Churchill. Il venait de l'officier de liaison britannique, attaché au quartier général de la 3e armée. Le message était marqué urgent. Le général Patton a commencé un repositionnement préliminaire des éléments de la 3e armée vers le nord, sans autorisation apparente du chef. Le mouvement semble anticiper des ordres non encore émis. Churchill lut ceci 2 fois, puis il sourit, car Winston Churchill comprenait exactement ce qui se passait. Patton n'attendait pas la permission, parce qu'attendre pouvait coûter des vies. Il bougeait parce que la situation tactique l'exigeait. Et Churchill, qui avait passé 5 ans à prendre des décisions qui ne pouvaient pas attendre le consensus, reconnaissait une âme sœur. 18 décembre 1944, Verdun, France. La salle de réunion était froide. Eisenhower avait délibérément choisi le lieu. Verdun, site de la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, pour rappeler à tous ce qui était en jeu. Omar Bradley avait l'air épuisé. Courtney Hodges semblait en état de choc. Et puis il y avait Patton. Il entra en souriant, portant un uniforme fraîchement repassé, ressemblant en tout point à un homme en route pour une chasse au renard, plutôt qu'une conférence militaire désespérée. « George, » dit Eisenhower, la voix tendue par le stress. « Je suis content que vous soyez de si bonne humeur. Le reste d'entre nous essaie de trouver comment éviter de perdre cette guerre. » Patton s'assit, souriant toujours. « Bon sang, Ike, ayons le cran de laisser ces salauds aller jusqu'à Paris. Alors là, on les découpera vraiment. » La salle devint silencieuse. Le visage d'Eisenhower vira au rouge. « George, ce n'est pas drôle. »« Je suis tactique, » répondit Patton. « Plus ils s'étendent, plus leurs flancs deviennent vulnérables. Nous n'allons pas les laisser prendre Paris. » Eisenhower le coupa. « J'ai besoin de solutions. La 101e est encerclée à Bastogne. J'ai besoin de savoir quelles forces nous pouvons rassembler et à quelle vitesse. » Bradley parla en premier, décrivant des réserves limitées. Hodge discuta du retrait d'unités des secteurs calmes.
Divers officiers d'état-major proposèrent des délais. 10 jours pour assembler une force de secours. 2 semaines pour préparer correctement une offensive. Patton les laissa parler. Puis il se pencha en avant. « Je peux y être dans 3 jours, dit-il. Tout le monde se tourna pour le regarder. « Je peux avoir 3 divisions attaquant vers le nord en direction de Bastogne dans 72 heures, répéta Patton. La 4e blindée, la 26e d'infanterie et la 80e d'infanterie. Je peux frapper le flanc sud allemand le 22 décembre. Eisenhower secoua la tête. George, c'est impossible. Vous êtes orienté dans la mauvaise direction. Vous devriez vous désengager, tourner de 90 degrés, parcourir plus de 160 km par temps hivernal et monter une attaque complètement nouvelle. La logistique est déjà en mouvement, interrompit Patton calmement. La salle devint très silencieuse. Qu'avez-vous dit ? Demanda Eisenhower. J'ai dit que la logistique est déjà en mouvement. J'ai fait travailler mon état-major là-dessus depuis le 16. J'ai déjà émis des ordres de mouvement préliminaires au 3e corps. Quand vous me donnerez l'ordre, Ike, je serai prêt à bouger. Le visage de Bradley devint blanc. Vous avez émis des ordres de mouvement sans autorisation ? Émis des directives de planification, dit Patton prudemment. Et oui, certaines unités ont peut-être commencé un repositionnement préliminaire, mais je n'ai pas déplacé de formation de combat vers le nord. Pas encore. Je suis juste préparé à le faire immédiatement sur ordre. C'était le moment. Patton venait d'admettre avoir prépositionné un corps d'armée entier sans ordre. C'était techniquement de l'insubordination. Eisenhower aurait pu le relever sur le champ. Le commandant suprême fixa Patton pendant un long moment. Puis, incroyablement, il rit. « Espèce d'arrogant fils de... » dit Eisenhower. « Vous avez commencé à bouger avant même que je vous le demande. »« J'ai bougé quand les Allemands ont attaqué, » corrigea Patton. « Je n'ai simplement pas attendu que vous me disiez ce qui devait évidemment être fait. »« Et si j'avais décidé d'une stratégie différente ?» demanda Eisenhower. Patton soutint son regard. « Alors j'aurais gaspillé 48 heures de planification. Mais vous n'alliez pas choisir cela, Ike. Vous êtes un combattant. Vous alliez toujours attaquer. Je me suis juste assuré que nous serions prêts quand vous donneriez l'ordre. » Un autre long silence. Puis Eisenhower se tourna vers son officier des opérations. « Rendez-le officiel. La 3e armée attaque vers le nord en direction de Bastogne. Timing dès que le général Patton dit qu'il est prêt. »« 72 heures à partir de maintenant, » confirma Patton. « Le 22 décembre. »« Alors mettez-vous en route, » dit Eisenhower. « Et George, ne refaites plus jamais ça sans me le dire d'abord. »« Oui, mon général, » dit Patton en souriant. Mais alors que Patton sortait, la vraie tempête ne faisait que commencer. L'officier de liaison britannique avait immédiatement fait son rapport à Londres. Le général américain Patton avait déplacé des forces sans autorisation. Il avait violé le protocole de commandement de base. Et la réponse de Winston Churchill allait définir toute la relation entre les commandants alliés pour le reste de la guerre. Le message atteignit Churchill à 16h, heure de Londres, le 18 décembre. Son principal conseiller militaire, le maréchal Alan Brooke, lui apporta la mise à jour. « Monsieur le Premier ministre, nous avons une situation. Le général Patton semble avoir commencé à déplacer des forces vers le nord, sans autorisation appropriée du chef. Il y a des questions sur le fait de savoir si Eisenhower a le plein contrôle de ses commandants subordonnés. » Brooke n'avait jamais aimé Patton. Il le considérait comme imprudent et dangereusement indépendant. Churchill lut le rapport attentivement. Puis il posa une seule question. Se déplace-t-il vers les Allemands ou s'en éloigne-t-il ? Vers eux, monsieur le Premier ministre, mais ce n'est pas le... Alors je ne vois pas le problème. Churchill l'interrompit. Brooke se raidit. Monsieur le Premier ministre, la discipline de commandement exige que les généraux reçoivent des ordres avant de mettre en œuvre des mouvements majeurs. Si nous permettons ce genre d'indépendance... Alan, dit Churchill, sa voix très calme, très dangereuse. En 1940, quand la France tombait et que vous vouliez évacuer par Dunkerque, avez-vous attendu des ordres écrits formels avant de commencer les préparatifs ? Brooke ne dit rien. Je me souviens avoir reçu des rapports indiquant que des navires de la Royal Navy étaient repositionnés vers Dunkerque 3 jours avant que j'ordonne officiellement l'évacuation.
Et savez-vous ce que j'ai dit quand j'ai appris cela? Non, monsieur le Premier ministre. J'ai dit, Dieu merci, quelqu'un pense à l'avance. Parce qu'en temps de guerre, Alan, les officiers qui attendent la permission sont ceux qui font tuer leurs hommes. Churchill se leva, marchant vers la fenêtre. Patton a vu la menace. Il a évalué la situation. Il a préparé ses forces à répondre. Et quand les ordres sont venus, il était prêt. Ce n'est pas de l'insubordination, c'est de l'initiative. Et en ce moment, l'initiative est exactement ce dont nous avons besoin. Mais les Américains, commença Brooke. Les Américains ont un général qui est prêt à agir. Churchill le coupa. Eisenhower est compétent. Bradley est solide. Mais tous deux pensent comme des officiers d'état-major. Patton pense comme un guerrier. Si cela viole le sens des procédures appropriées de quelqu'un, alors les procédures appropriées peuvent aller au diable. Il se retourna vers Brooke, les yeux flamboyants. Nous ne menons pas cette guerre par comité. Si Patton arrive à Bastogne 3 jours plus tôt, parce qu'il n'a pas attendu qu'un officier d'état-major tamponne les bons formulaires, alors 3 jours d'Américains vont vivre au lieu de mourir. Êtes-vous sérieusement en train de suggérer que je devrais m'y opposer? Non, monsieur le Premier ministre. Bien, alors envoyez un message à Eisenhower. Dites-lui que le gouvernement de Sa Majesté a une confiance totale dans les décisions de commandement américaines. Et dites-lui que la réponse agressive du général Patton représente exactement le type de leadership au combat dont nous avons besoin. Le message partit ce soir-là. Au quartier général du chef, Eisenhower le lut et sourit. La première fois que quiconque l'avait vu sourire depuis le 16 décembre. Mais Churchill n'avait pas terminé. Le 19 décembre, il envoya un second message directement à Franklin Roosevelt. « Je dois exprimer mon admiration pour la rapidité et la vigueur de la réponse américaine à l'offensive ennemie. Le repositionnement immédiat de la 3e armée par le général Patton représente le type de flexibilité tactique qui gagne les campagnes. » Roosevelt comprit ce que Churchill faisait. Le Premier ministre fournissait une couverture politique pour une action agressive. Il rendait impossible pour les critiques de prétendre que Patton avait mis l'Alliance en danger. Et le 20 décembre, Churchill fit quelque chose d'extraordinaire. Il envoya un message personnel à Patton lui-même, porté à la main de Londres au quartier général de la 3e armée. « Général Patton, je suis informé de vos mouvements rapides pour faire face à la menace ennemie. Votre action illustre l'esprit offensif qui a toujours caractérisé les grands commandants. Frappez fort. WSC. » Patton le lut 3 fois. Puis il le plia soigneusement et le mit dans la poche de sa poitrine. « Ce magnifique salaud, dit-il doucement. Il sait exactement ce qu'il fait. » Car Churchill savait effectivement. En bougeant sans autorisation, Patton s'était exposé aux critiques. Le soutien public de Churchill rendait cette critique impossible. Cela transforma Patton d'un général potentiellement insubordonné en un commandant audacieux prenant les mesures nécessaires. 22 décembre 1944, 4h30 du matin. Exactement quand il l'avait promis, George S. Patton lança son attaque vers le nord. La 4e division blindée s'écrasa sur les positions allemandes. Derrière eux, venaient les 26e et 80e divisions d'infanterie. 3 divisions, 60 000 hommes, attaquant au milieu d'un blizzard. Le mouvement lui-même était extraordinaire. En 72 heures, l'état-major de Patton avait redirigé un corps d'armée entier de 90 degrés. Ils avaient déplacé plus de 133 000 véhicules vers le nord sur des routes verglacées. Ils avaient repositionné les dépôts de ravitaillement, recalculé l'artillerie, réorienté les communications. Les historiens militaires l'étudient encore, car ce que Patton accomplit, déplacer une force de cette taille en hiver, dans des conditions de combat, plus vite que quiconque ne pensait possible, reste l'un des mouvements militaires les plus impressionnants de l'histoire, et les Allemands ne l'avaient jamais vu venir. Au quartier général de la 5e armée Panzer, le général Hasso von Manteuffel reçut les premiers rapports avec incrédulité. « C'est impossible, dit-il à son officier de renseignement. La 3e armée est dans la région de la Sarre, ils ne peuvent pas apparaître soudainement sur notre flanc sud. Néanmoins, Herr Général, nous avons identifié la 4e division blindée. » Von Manteuffel regarda la carte. « Patton, dit-il doucement. Ce doit être Patton. Aucun autre commandant américain ne tenterait même cela. L'offensive allemande avait compté sur la confusion, sur une réponse alliée lente. Patton ne leur avait rien donné de tout cela. Il avait attaqué avant qu'il ne soit prêt à se défendre. La 4e division blindée fonça vers le nord comme une lance. Ils combattirent à travers Arlon,
Martelange et Chaumont. Le temps était terrible. La visibilité se mesurait en mètres, mais il continuait à pousser. Le 23 décembre, Patton visita le front personnellement. Il trouva un bataillon de chars bloqué par des canons anti-chars allemands. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Patton à propos d'un mouvement de flanc prévu. « 6 heures, peut-être 8, mon général. »« Vous avez 1 heure, » interrompit Patton. « Ensuite vous attaquez droit devant, où je trouverai quelqu'un qui le fera. » Le bataillon attaqua en 50 minutes. Ils perdirent 3 chars, mais ils percèrent. C'était la méthode de Patton. Une pression implacable. Continuer à attaquer, ne pas donner à l'ennemi le temps de réfléchir, car à Bastogne, la 101e aéroportée était à court de munitions, de fournitures médicales, de temps. À Bastogne, la situation était désespérée. La 101e était encerclée depuis le 20 décembre. L'artillerie allemande pilonnait continuellement. Des hommes blessés gisaient dans des postes de secours improvisés. Le 22 décembre, les Allemands envoyèrent un ultimatum de reddition. Le général de brigade Anthony McAuliffe répondit par un seul mot, « Nuts ». Cela devint légendaire, mais en privé McAuliffe dit à son état-major, « Nous pouvons tenir encore 3 jours, peut-être 4 ». Après cela, Patton connaissait le calendrier, chaque heure comptait. Le 24 décembre, veille de Noël, des éléments de la 4e blindée atteignirent Tassenois, à seulement 6 km de Bastogne. Le capitaine William Dwight mena la percée. Sa compagnie attaqua à 16h45. Les combats furent sauvages. Le char de Dwight fut touché 2 fois, mais continua d'avancer. À 18h30, sa compagnie avait percé. À 18h45, les premiers éléments de la 4e blindée entrèrent dans Bastogne. Le siège était brisé. Des parachutistes qui n'avaient pas dormi depuis des jours se levèrent et acclamèrent. Des fournitures médicales arrivèrent, des munitions, de la nourriture, des renforts. Quand Patton reçut le rapport à 19h15, il surveillait plusieurs réseaux radio. Son aide de camp lui apporta le message. Patton le lut. Puis il marcha vers la carte et fit quelque chose que son état-major ne voyait presque jamais. Il pleura, juste un instant. Puis il essuya ses larmes et redevint tout à faire. Envoyez à toutes les unités. Travail remarquable. Maintenez la pression. Nous n'avons pas encore fini. À Londres, Churchill reçut la nouvelle tôt le matin de Noël, à 3 heures du matin. Il lut le télégramme à la lumière de la lampe. Bastogne libérée. Percée de la 3e armée accomplie. Churchill composa un message à 4h30 le jour de Noël. Au général Eisenhower. Veuillez transmettre au général Patton mes félicitations pour le brillant succès des opérations de la 3e armée. La libération de Bastogne représente l'une des réalisations militaires les plus remarquables de cette guerre. La prévoyance du général Patton dans la préparation de ses forces pour un mouvement rapide illustre les plus hauts standards d'excellence militaire. Winston S. Churchill. Remarquez ce que Churchill fit. Il mentionna spécifiquement la prévoyance de Patton dans la préparation de ses forces, une référence directe au prépositionnement qui avait commencé avant les ordres officiels. Churchill faisait clairement savoir qu'il soutenait non seulement le résultat, mais la méthode. Le message fut lu au quartier général de la 3e armée l'après-midi de Noël. Patton ne dit rien pendant un moment. Puis, envoyez mes remerciements au Premier ministre. Dites-lui que j'ai l'intention de justifier sa confiance. Au cours des 2 semaines suivantes, la 3e armée continua à pousser vers le nord, élargissant le corridor, malmenant les divisions allemandes. Le 3 janvier 1945, la bataille des Ardennes était effectivement terminée. La dernière grande offensive d'Hitler avait échoué. Les pertes américaines dépassèrent 80 000 hommes. Les pertes allemandes dépassèrent 100 000. La Wehrmacht s'était brisée contre les lignes alliées. Mais Bastogne avait tenu, et la 3e armée de Patton avait exécuté l'un des mouvements les plus audacieux de la guerre. Dans les suites, le débat commença. Patton avait-il eu raison de bouger sans autorisation ? Le maréchal Montgomery fut interrogé lors d'une conférence de presse. Le général Patton a pris des risques considérables, dit-il prudemment. Mais la question importante n'est pas de savoir s'il a attendu l'autorisation appropriée, mais si son action a sauvé des vies et contribué à la victoire. Sur ces critères, son succès est indéniable. Omar Bradley fut plus direct. George n'a jamais été doué pour attendre la permission, mais dans ce cas, son impatience a sauvé une division entière. Parfois en guerre,
Vous avez besoin d'officiers qui enfreindront les règles pour sauver des vies. Eisenhower aborda le sujet lors d'une réunion d'état-major le 10 janvier. Ce que le général Patton a fait était techniquement inapproprié. En temps de paix, ce serait motif à sanction, mais nous combattons les nazis. Je prendrai un général qui pense 3 coups d'avance, plutôt qu'un qui attend la permission à chaque fois. L'action de Patton illustre exactement l'initiative dont nous avons besoin. Mais le commentaire le plus significatif vint de Churchill dans un discours au Parlement le 18 janvier 1945. Certains ont demandé si nos commandants avaient été pris au dépourvu. Je ne nierai pas que l'attaque initiale a obtenu la surprise, mais notre réponse fut magnifique. En quelques jours, une armée américaine entière avait pivoté de 90 degrés et lancé une contre-offensive qui brisa le siège. On m'a interrogé sur la réponse rapide du général Patton. Certains ont suggéré qu'elle n'était pas autorisée. À ces critiques, je dis qu'en guerre, le général qui attend une information parfaite ne combattra jamais. Le général qui attend une autorisation complète ne gagnera jamais. Le général Patton a vu la menace et a agi avec une initiative décisive. Son action a sauvé des milliers de vies américaines. Si c'est de l'initiative non autorisée, alors je prie pour que nous ayons plus de généraux prêts à prendre de telles mesures, car ce genre de pensée gagne les guerres. La chambre éclata en applaudissements. Churchill avait articulé une philosophie du commandement selon laquelle l'action audacieuse bat la planification prudente, que l'initiative l'emporte sur l'autorisation, que sauver des vies compte plus que suivre les procédures. Après la guerre, les commandants allemands furent interrogés sur la réponse alliée. Le général von Manteuffel dit aux interrogateurs : « Nous nous attendions à la confusion. Nous nous attendions à des réponses lentes. Au lieu de cela, en 3 jours, nous faisions face à un corps d'armée complet attaquant notre flanc. C'était Patton. Aucun autre commandant allié n'aurait bougé si vite. Nous avions calculé notre offensive sur l'hypothèse que les Alliés combattraient méthodiquement. Patton a ignoré cela. Il a simplement attaqué et il a sauvé Bastogne. Le maréchal von Rundstedt fut encore plus direct. Le facteur décisif, le moment où j'ai su que nous n'atteindrions pas Anvers, fut quand la 3e armée de Patton tourna vers le nord. Ce mouvement m'a dit que les Américains avaient des commandants prêts à prendre des risques, prêts à riposter immédiatement. Contre ce leadership, notre offensive ne pouvait pas réussir. Pensez-y, le commandant des forces allemandes identifia la réponse rapide de Patton comme le facteur décisif qui condamna l'offensive. Pas la météo, pas la logistique, mais la volonté d'un général d'agir sans attendre l'autorisation. La libération de Bastogne par Patton ne sauva pas seulement la 101e. Elle envoya un message sur la capacité militaire américaine. Elle démontra que les forces américaines pouvaient répondre avec vitesse et flexibilité. Elle prouva que les commandants américains pouvaient agir indépendamment quand nécessaire. Et rien de tout cela n'aurait été possible si Churchill n'avait pas défendu la décision de Patton. Car il y avait des voix qui voulaient sanctionner Patton. Des officiers britanniques qui voyaient son action comme un précédent dangereux. Des officiers d'état-major américains inquiets d'une rupture du commandement. Si Churchill avait rejoint ces voix, il aurait été impossible pour Eisenhower de le défendre. Mais Churchill fit l'opposé. Il loua Patton publiquement et à plusieurs reprises. Il rendit politiquement impossible de critiquer la libération de Bastogne. Et il établit un principe selon lequel l'action agressive en soutien des objectifs alliés serait soutenue même quand elle contournait les protocoles traditionnels. Patton comprit parfaitement. Dans son journal du 20 janvier 1945, il écrivit : « Le soutien de Churchill a été extraordinaire. Lui seul semble comprendre qu'en guerre, les résultats comptent plus que les méthodes. Son appui signifie que dans les crises futures, d'autres commandants pourront se sentir habilités à agir de manière décisive. Cela pourrait raccourcir considérablement cette guerre. » Patton avait raison. Le soutien de Churchill créa un précédent. Quand d'autres commandants alliés firent face à des situations similaires, ils purent pointer vers Bastogne et agir. Dans ses mémoires, Churchill écrivit : « De toutes les réalisations militaires américaines en Europe, peu m'ont impressionné plus que le repositionnement rapide de la 3e armée de Patton. Déplacer une telle force en jours plutôt qu'en semaines nécessitait non seulement une habileté logistique, mais un courage moral. Patton dut s'engager avant d'être certain que ses supérieurs approuveraient. Cette confiance fut justifiée, et la leçon que l'action audacieuse mérite le soutien devint fondamentale pour les opérations alliées. Le général Norman Schwarzkopf
qui commanda pendant la guerre du Golfe, dit un jour à une classe : « En planifiant l'offensive terrestre en 1991, je revenais sans cesse à Bastogne. Pas pour la tactique, la situation était différente, mais pour le principe. » Patton vit ce qui devait être fait et commença à le faire avant d'obtenir la permission. Churchill le soutint, parce que c'était juste, même si cela violait la procédure. Cela m'a appris que parfois, vous devez faire confiance à votre jugement et agir même si vous n'êtes pas certain d'être soutenu. Car si vous attendez une certitude parfaite, des soldats meurent. C'est le véritable héritage. Que l'action décisive mérite le soutien, que le leadership agressif devrait être encouragé, et que parfois la bonne décision enfreint les règles. La bataille des Ardennes se termina à la mi-janvier 1945. La Troisième Armée continua vers l'Est, traversant le Rhin, pénétrant en Allemagne. Le 7 mai, l'Allemagne se rendit. En juin 1945, Patton écrivit « J'ai reçu de nombreux honneurs pendant cette guerre, mais peu ont signifié plus que le soutien de Churchill pendant Bastogne. Il comprenait que les guerres sont gagnées par des hommes prêts à agir, pas par des hommes attendant la permission. » Churchill, interrogé des années plus tard sur Patton, dit simplement « C'était un guerrier au sens le plus vrai, imparfait certainement, difficile absolument. Mais quand la crise vint, quand des vies d'hommes étaient en jeu, il n'hésita pas, il agit. En guerre, cette qualité vaut plus que toutes les procédures appropriées du monde. » Si vous avez trouvé cette histoire captivante, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos plongées profondes dans les moments les plus fascinants de l'histoire. Partagez cette vidéo avec quiconque aime l'histoire militaire. Ces histoires méritent d'être racontées. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire et dites-nous quel aspect vous a le plus surpris. L'audace de Patton, le soutien de Churchill, la logistique impossible. Nous lisons chaque commentaire. Rappelez-vous, parfois l'impossible est juste quelque chose que personne n'a encore essayé. Patton a essayé, Churchill l'a soutenu, et ensemble ils ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale.